recevoir Anne-Laure Kichel, qui est fondatrice de Global Sovereign Advisory. Elle a fait plusieurs années au sein de la banque Rothschild et elle a montré donc, des conseils en économie aux États. Elle est connue un peu dans le monde entier, hein, ça, ce n'est un secret pour personne, pendant qu'elle s'installe. Bonjour Anne-Laure. Alors, et vous venez de Lyon, c'est ça? Vous venez d'arriver, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous faites à Lyon? Je vous demanderai de prendre le micro sur le menton. Qu'est-ce que vous faites de beau? Vous parcourez le monde habituellement? Donc, oui, Lyon, donc là, je suis à Lyon. Non, il y avait une rencontre très intéressante ce matin au Patrimonia, donc gestionnaire de patrimoine, et donc il y avait une conférence d'ouverture avec André Comte-Sponville entre autres, et donc on débattait un peu sur le futur du capitalisme. Voilà. Donc ça, on a commencé la matinée avec le futur du capitalisme. Voilà. C'est une démarrée qui démarre plutôt bien. Mais justement, c'est ça qui est assez étonnant parce qu'on est dans une période très particulière. Ici, c'est la première fois où le BIG est de façon digitale. L'année dernière, il y avait 52 000 personnes. Cette année, il n'y a pas de public, mais il y a quand même une énergie. Et il y a des chefs d'État. Ce matin, on l'a vu, président du Kenya, président Emmanuel Macron. Et vous faites partie, et vous êtes d'ailleurs l'une des rares qui conseille autant de chefs d'État sur la planète. Dans cette période assez particulière, qu'est-ce qu'on leur conseille ? Alors évidemment, c'est très très difficile déjà de répondre très rapidement à votre question. Oui. Et au-delà de ça... Non, mais j'imagine que les problématiques sont les mêmes, puisqu'on parle de pandémie. Non, bien sûr. Alors, ce qui a été très intéressant, c'est que cette crise, en fait, se découpe en plusieurs phases. Donc, quand la crise survient, c'est un peu le grand inconnu. Et c'est très difficile pour les chefs d'État de se dire qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les meilleures mesures. Donc à ce moment-là, on a essayé de faire et ce qu'on a fait avec eux, c'était aussi de leur donner des retours d'expérience, ce que d'autres chefs d'État faisaient, ce qui se passait dans d'autres pays, de les mettre aussi en contact les uns avec les autres. Alors, ils n'ont pas forcément besoin de nous, mais sur des mesures ponctuelles, de dire regarde ce qu'a fait tel ou tel pays, ça peut éventuellement être intéressant et marcher. Et à ce moment-là, on a agi, c'est souvent notre rôle, mais encore plus dans ces périodes qui sont difficiles en termes de choix, comme des sparring partners pour justement aider et essayer de, en même temps, prendre du recul et être dans l'immédiateté des décisions. Donc c'était une période de partage de connaissances, de partage d'expériences, de retour d'expérience extrêmement forte. Et puis, beaucoup plus prosaïquement, ça a été aussi une période dans laquelle on s'est retroussé les manches avec eux à leur côté, parce qu'évidemment, la somme de travail à laquelle ils étaient confrontés était encore multipliée par rapport à l'ordinaire. Et donc, ne serait-ce qu'accompagner les équipes, travailler aux côtés des équipes, réfléchir au plan de relance, réfléchir aux mesures qui étaient remises à jour, pas tous les jours, mais enfin peut-être toutes les semaines en tous les cas, représentait un travail absolument considérable. Et donc, la plupart du temps, on s'est imbriqué complètement dans les équipes que l'on conseillait auprès des chefs d'État pour tout simplement travailler aussi à des réformes, à des mesures et essayer d'améliorer ça au fur et à mesure qu'on apprenait les informations. Oui, parce que du coup, après post-confinement, ils avaient des obligations de résultats justement et une obligation de relance. Alors comment ça se passe? Comment on dessine une relance dans l'économie quand l'économie est aussi volatile qu'un coq, comme on a au-dessus de nous? Comment est-ce que ça se dessine? Comment on dresse? Alors, c'est éminemment difficile et justement, il ne faut pas confondre la relance et les mesures d'urgence. Et de temps en temps, c'est-à-dire très intéressant, beaucoup de pays font la confusion. Et la frontière est tellement fine. Voilà, exactement. Et la frontière est tellement fine que c'est très difficile. Alors là, on voit plusieurs types de pays. Si vous avez des pays qui ont des économies qui avaient un plan, une vision et certains objectifs. Alors, ce n'est pas forcément une économie planifiée dans le sens soviétique, mais ça peut tout simplement être une vision des objectifs, que ce soit des objectifs écologiques, des objectifs sociaux. On voit que ces pays, généralement, avaient donc un cadre de réflexion qui était déjà fixé et qui n'était pas juste le projet d'une mandature, qui pouvait être des projets de beaucoup plus long terme. Donc, quand il y avait ce cadre, souvent, on a pu voir que ça restait le fil conducteur. On pouvait peut-être dire, OK, on remet certaines choses d'1 an, 2 ans, mais on avait déjà le cadre qui était fixé. Et ça a permis à plusieurs pays d'être plus sécurisés, on va dire, dans la manière de gérer les choses. Et le fait de commencer la relance était aussi beaucoup plus facile parce qu'on savait vers quoi on devait relancer. Et puis après, vous avez beaucoup de pays qui n'avaient pas forcément réfléchi à ces choses-là, autres que mesure par mesure, mais qui n'avaient peut-être pas une vision globale. Et là, en effet, le choix et la frontière étaient extrêmement tenus entre les mesures d'urgence. Et franchement, là, la plupart des pays, je parle d'un point de vue économique, pas sanitaire, ont plutôt pris les bons choix, les bonnes mesures de soutien aux ménages, de soutien aux entreprises. Tout n'était pas parfait, mais dans les grandes lignes, c'était généralement ce qu'il fallait faire. Mais justement, en effet, le sujet, c'est l'après, c'est cette période d'entre-deux. Et quand il n'y a pas cette vision, quand il n'y a pas ce plan, quand il n'y a pas cette phase 3 de ce qu'on exécute, l'entre-deux peut être compliqué. Et c'est quelque part l'entre-deux de tous les dangers. Parce que si on se dirige vers des mesures qui sont pas forcément productives, c'est là où on emmagasine de l'endettement,
qui n'est pas forcément du bon endettement et qu'on peut après payer très cher. Effectivement, cette fameuse dette que vous connaissez si bien. Il y a une des particularités dans l'économie française. Alors, l'économie française, je crois vraiment que la première réponse qui a été apportée à la crise, il y avait franchement peu de choses à redire. C'était un bon mélange entre justement aide aux entreprises, aide aux ménages. Là, la phase maintenant là est très très délicate parce que justement on parle de pays qui ont des plans. La France n'a pas de plan et n'a pas dans le sens n'a pas d'objectifs planifiés à 10 ans, 20 ans, etc. Enfin, c'est comme ça qu'on a été géré, c'est ni bien ni mal, enfin en tout cas c'est juste un constat. Et donc c'est pour ça que le plan de relance tel qu'il a été articulé est en fait surtout un plan d'accompagnement et de nouvelles mesures. Et donc maintenant tout le challenge, et c'est certainement ce à quoi les autorités travaillent actuellement, est bien de restructurer tout ça dans quelque chose avec des grandes lignes directrices et pas de saupoudrer sur certaines mesures, mais d'avoir quelque chose qui entre dans une vraie transformation de société, transformation qui est voulue par les citoyens et qui est éminemment nécessaire si on veut avoir des résultats productifs. Alors justement, on parlait de dette, et la dette, vous la connaissez bien, vous y travaillez en permanence, notamment avec les chefs d'État, mais surtout vous êtes la première personne en Europe qui a fait la première chaire consacrée à la dette souveraine. Mais c'est absolument, donc c'est à Sciences Po, c'est ça? C'est ça. Vous m'en donnez 2 mots? Absolument. Donc on a créé cette chaire à la fin de l'année dernière, en décembre, et elle a vocation, donc elle est évidemment très active. On a déjà fait des masterclass sur la Grèce, on est en train de faire la masterclass sur l'Argentine, on a fait aussi une classe sur le Liban. Elle est très active. C'est devenu des cas d'école. Absolument, ouais. C'était exactement ça. Donc l'idée, c'est des cas concrets. Donc on apprend aux étudiants, on leur donne évidemment les bases pour comprendre la dette, donc tous les outils techniques qu'il faut pour suivre le cours. Et ensuite, après, le principe est de faire venir les acteurs, donc ceux qui ont vraiment joué un rôle dans la résolution de la crise de la dette. Donc on fait venir des ministres, on fait venir, enfin vraiment les acteurs, pour qu'ils expliquent pourquoi ils ont pris les décisions, quelles sont les décisions qu'ils ont prises, quels ont été les effets. Donc c'est vraiment en effet une application pratique de case study, en effet, un peu à l'américaine sur la dette. Et pourquoi cette chaire? Parce que la dette, pour nous en tout cas et pour moi, est éminemment politique. Et les citoyens ne doivent être éclairés sur ce qu'est la dette et sur ce que sont les choix associés à la dette. Et donc c'était un acte politique militant aussi de créer cette chaire pour éduquer et pour faire que chacun d'entre nous soyons des citoyens plus éclairés. Ah, une dernière question, parce que je sais que vous êtes très pressé, que vous continuez de voyager partout. Quand les politiques viennent s'adresser aux étudiants, ils assument leur choix. C'est pas évident. La dette, c'est pas un sujet facile. Alors les étudiants ont souvent des questions qui sont parfois plus provocantes que les journalistes, donc c'est souvent des moments pour les politiques qui sont un peu difficiles. Non, la plupart, et c'est d'ailleurs le but de l'échange, c'est très très libre. Et d'ailleurs, certains politiques ont eux-mêmes reconnu en disant, en répondant à un étudiant, tu sais, j'étais de temps en temps pas sûr et j'ai fait ce choix, voilà pourquoi je l'ai fait. Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Peut-être. Et quelque part, c'est aussi ça qui est intéressant, avec en même temps le recul, mais un certain degré en effet d'assumer pleinement ce qu'on a fait, mais aussi un certain degré d'humilité. Et c'est aussi ce qui nous intéressait par cette chaire, c'était de montrer finalement combien de temps en temps on prend des décisions. On essaye de prendre les décisions au mieux, mais finalement c'est assez fragile tout ça, et c'est assez difficile finalement. C'est un peu comme les patrons ici, on a vu, ils ont des choix à faire, ils sont souvent très seuls. Même si c'est des grandes sociétés, il y a des choix à faire et il faut les assumer. Exactement, tout à fait la même chose. Anne-Laure Kéchel, merci. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Global Sovereign Advisory, GSA, pour ceux qui connaissent. Merci.